qu'on va bien au-delà de la surdité en proposant la question du bilinguisme. Et la preuve, c'est que depuis quelques années, du LPE en partie et puis d'autres, ont fait que le mouvement bilingue maintenant est de plus entendu comme un mouvement qui intéresse les fratries sourdes et entendantes, les parents entendants qui ont des enfants sourds, les parents sourds qui ont des enfants entendants, les parents sourds qui ont des enfants sourds, etc., etc., et même des enfants entendants, de professionnels entendants, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment, j'allais dire, presque une culture du bilinguisme autour de cette idée de la langue des signes. Quand on entre dans la langue des signes, il y a une richesse qui nous est donnée à chacun d'entre nous, sourd ou pas sourd, quoi. Et peut-être qu'il faudrait développer ces valeurs-là, la valeur aussi de l'humanité, c'est-à-dire permettre quand même à des gens qui ont un sens en moins, on va dire, ou un sens différent des autres, de vivre ensemble. Et on le voit avec les enfants dans les classes, on le voit dans les universités d'été, on voit s'épanouir des enfants, mais dans une mixité qui les enrichit réciproquement. Et là, on n'est pas dans un projet scolaire, on n'est pas dans un projet technique, scientifique. On est vraiment sur de l'humain qui se réalise par l'histoire du langage. Il n'y a pas d'homme qui peut vivre sans langage. Allez, 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 allez. Alors, toi, vous, allez, allez. Allez, vite, vite, vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les deux, ils m'ont serré, je suis sorti de la piste et je voyais plus rien du coup. Et William J? Ouais. Et t'es pas tombé? J'étais proche de tomber, j'allais tomber, je voyais plus rien. J'ai réussi à prendre le vélo. Et il dit que t'es super fort. Regarde, ouais, bah attends. Et toi, pédale plus. Vas-y, vas-y. Dis-lui. Toi, t'es nul. Et lui? Ah oui, c'est bien, mais. Dis-lui. Hein? Mais pourquoi? Faut se donner à fond pour l'écart. Hein. Tous les soirs, il travaille. Bah ouais. Faites le tour, vous passez pas par les. Allez. Fort. Pas d'air et puis mettez dans l'air. Léandre, on a découvert sa surdité, il avait 8 mois. Et la première chose que l'on a fait, ça a été de rencontrer des adultes sourds qui étaient à côté de chez nous pour discuter, savoir ce qu'était la surdité et comment on la vivait. Et ils nous ont rassurés immédiatement en nous disant, bah voyez, nous on est adultes, on a des enfants qui sont entendants, nous on est sourds et on signe tout le temps, on a passé notre vie à signer avec eux. Ils sont devenus bilingues en français et en langue des signes et on vous propose d'aller en voir d'autres qui sont des grandes familles issues de grandes familles de sourds. Donc très vite, on a plongé dans le milieu associatif et puis culturel sourd et on s'est rendu compte que c'était absolument pas un handicap, c'était certes une belle difficulté, mais que la langue des signes était pour nous la solution pour communiquer avec l'enfant. Moi, je me suis même pas posé la question, c'était la langue des signes comme langue naturelle. Et l'évidence qu'il fallait aller rencontrer des personnes sourdes et fréquenter des associations et s'impliquer tout de suite et apprendre la langue des signes et prendre un mi-temps pendant 6 mois pour pouvoir... Moi, je m'y suis mise à fond vraiment tout de suite. Et bon, voilà, c'était nous d'abord qui allions l'éduquer. Donc, il fallait absolument tout faire. Tu vas galérer. Ah, le coup de grâce.
Si, je vais bien. Un peu plus longue. Tiens, donne. Regarde. Ouais, il essaie ça. Il y a le son en plus. La philosophie du vivre ensemble dans le bilinguisme avec Léandre, c'est, je crois pouvoir dire que c'est le cas concret parce qu'il est aussi à l'aise avec les entendants qu'avec les sourds. Bien sûr, il va préférer ses copains sourds, très clairement. Pourquoi? Parce qu'il communique beaucoup plus facilement. Ceci dit, au quotidien, il va aller aussi bien jouer avec les enfants du voisinage qui sont tous entendants, comme il jouerait avec ses copains sourds quand il les retrouve. Et tu aimes? Maman, s'il te plaît. Allez, oh. Et puis, juste après ce début de langue des signes pour nous, est arrivé son petit frère. Et son petit frère, lui, il a baigné d'abord dans la langue des signes, puisque nous, on essayait de communiquer en langue des signes. Donc il a baigné, il a appris, c'était une véritable éponge, au point où il a commencé à signer avant de parler, alors qu'il est entendant. Depuis que Léandre est tout petit, on rencontre des personnes entendantes qui découvrent la surdité de leur enfant. On leur montre l'exemple de Léandre, on leur montre notre propre exemple, comment ça se passe dans la vie quotidienne, comment ça se passe à l'école. On leur explique vraiment très clairement les choses. On leur dit il y a d'autres choix. Allez voir les personnes qui pensent autrement. Jugez par vous-même et faites votre propre choix. Le bilan, c'est qu'on reste pour l'instant toujours les seuls. Il y a ce mythe général qu'un enfant va être retardé dans le développement de son langage s'il grandit bilingue, ou qu'il va constamment mélanger les deux langues, qu'il ne va jamais acquérir l'une ou l'autre. Bref, il y a toutes ces idées préconçues autour du bilinguisme. De plus en plus, dans la recherche, on a la théorie que le cerveau est fait pour être multilingue. Nous venons au monde avec la capacité d'apprendre et de parler, ou d'utiliser, de signer plusieurs langues. Et que le monolinguisme, en fait, serait, si vous voulez, une version appauvrie de cette capacité, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, si on regarde autour de nous, avec cette moitié de la population du monde, ou plus de la moitié qui est bilingue, en effet, le cerveau utilise pleinement sa capacité à apprendre plusieurs langues. Les gens ne comprenaient pas, et certaines personnes ne comprennent toujours pas, qu'on puisse être bilingue entre une langue manuelle gestuelle et un langage majoritaire, sinon au niveau oral, au moins au niveau écrit. Mais en fait, on a affaire à deux systèmes linguistiques, on connaît ces deux systèmes linguistiques, on est par définition bilingue.
eh ben, il va naturellement vers les bandes dessinées. Hein. Et puis, il nous est arrivé d'essayer de lui signer ses bandes dessinées, de lui signer toutes les bulles. Et là, il s'est aperçu qu'il y avait que les images ne suffisaient pas. Voilà, que les mots apportaient du sens à l'histoire. Et ça l'embête. Ça l'embête énormément. Il aimerait bien que ce ne soit pas le cas. Bon, voilà, ça va être long là aussi pour qu'il accepte cela. Il est en chemin par rapport à ça. Et le français, est-ce que toi tu connais le français? Ouais, bof. En classe, j'ai quelques passables. Un moyen et beaucoup de très bien. En lecture, j'ai beaucoup de très bien. Un passable et un moyen. Comme les autres. Il y en a beaucoup qui ont des très bien. Il y a quelques passables et quelques moyens. Comme tout le monde, quoi. Je suis persuadée que la langue des signes va pouvoir l'aider à comprendre toutes les nuances du français. Et probablement, puisqu'il en a fait la demande, l'orthophonie aussi, puisqu'il pourra mieux comprendre le fonctionnement des mots en syllabes, même s'il n'oralise pas. Nous avons une langue pour parler de la langue. Je sais que ça fait un peu scientifique, mais ce qu'on appelle le métalangage, c'est très important quand on apprend une deuxième langue de pouvoir dire, tu vois, ça c'est le verbe, ça c'est ceci, ça c'est une structure, c'est une phrase. Et là, on a une langue des signes pour le faire, n'est-ce pas? Deuxième chose, la langue des signes, bien que très différente de la langue orale, est tout de même organisée en unités petites, le signe, pas tout à fait le mot, bien sûr, mais en unités plus grandes, en des unités discursives, etc. Et la langue orale aussi a ces grandes unités, n'est-ce pas? Donc on peut faire comprendre à l'enfant que dans cette autre langue, très différente, il y a tout de même certaines ressemblances. La perspective bilingue pour l'enfant sourd, c'est une perspective de vie totalement bilingue, en famille, à l'école et ultérieurement dans la société. C'est-à-dire lui donner les outils conceptuels pour penser avec sa langue des signes et puis lui donner le maximum de compétences en français dans son rapport avec l'écrit parce que c'est une langue quand même qui s'impose au niveau de l'insertion sociale, professionnelle, au niveau d'une forme de liberté à penser, à lire. Je crois qu'il est nécessaire d'avoir ces deux langues qui ont un statut différent pour les sourds. La première étant vitale et la deuxième étant socialement quasiment indispensable. C'est long. Pour toi, pour vous, pour maman, pour tous les adultes, c'est la même chose. Vous avez toujours écrit, alors c'est facile pour vous. Vous êtes allé à la maternelle, au primaire, au collège, au lycée, et puis à l'université. Là, vous êtes grand. C'est facile pour vous d'écrire. Forcément, vous êtes fort. Moi, pas trop. Je pense que Léandre se mettra naturellement au français lorsqu'il en aura la nécessité, en effet. Que ce soit une petite amie entendante qu'il rencontre. Je pense que d'ailleurs, ce sera sa motivation première, de façon à pouvoir rentrer en communication avec elle, ou que ce soit parce qu'il a un désir professionnel plus intense. Oui, ça va venir naturellement et j'en ai de nombreux exemples autour de moi. D'un seul coup, ça se déclenche. Il y a toute une longue maturation avant, mais ça se déclenche.
J'ai grandi dans une école bilingue. Je ne peux pas dire si c'est un avantage parce que je l'ai vécu naturellement. J'ai toujours baigné dans la langue des signes. Mes parents avaient déjà compris l'intérêt du bilinguisme. J'ai donc eu tout naturellement un parcours bilingue. Aujourd'hui, avec la maturité et le recul, je m'aperçois que j'ai eu beaucoup de veine parce que la majorité des sourds n'ont pas eu la chance de vivre ce que j'ai vécu. Moi, je ne suis pas dans la critique des sourds ni des entendants. Et ça, je me rends compte, c'est une chance quand même. Le français écrit, au début, je le rejetais. C'était pour les entendants, je n'avais pas besoin de ça, la langue des signes me suffisait. Et jusqu'au collège, j'ai eu un niveau de français écrit assez faible. Je ne lisais jamais. Au moment du bac, j'ai commencé à m'intéresser au français parce qu'on travaillait sur le contenu des textes, et plus sur la grammaire, la syntaxe et tout le reste. Ça m'a bien intéressée, j'y ai pris beaucoup de plaisir et j'ai énormément progressé en français. J'ai pris de l'assurance à l'écrit, j'étais motivée, mais je n'étais pas encore dans la lecture. J'ai commencé à lire il n'y a pas longtemps, environ 1 an. Et maintenant, je lis très régulièrement. En octobre 2008, j'ai obtenu un diplôme d'État de conseillère en économie sociale et familiale. Mais je n'ai pas cherché un travail tout de suite. Je suis partie me balader en Amérique du Sud avec des amis sourds et entendants pendant 2 mois. J'ai bien pris l'air et au retour, là, j'ai cherché un travail. Et j'ai trouvé un emploi à Rennes à partir du mois de juillet. Un poste de conseillère en économie sociale et familiale à l'hôpital, dans un cadre bilingue. C'est un remplacement de congé maternité dans un pôle d'accueil de sourds et de malentendants. Il y a une communauté qui s'est créée de tous ceux qui ont eu une vie bilingue. Ils ont un rapport avec eux-mêmes, avec leur identité, qui n'est peut-être pas la même que certains qui n'ont pas eu accès. Ils ont d'abord une identité individuelle, effectivement avec la surdité, mais ils sont souvent très impliqués dans un compagnonnage, dans de l'amitié, dans des partages. Il y a du désir réciproque à aller vers la communauté, vers la société entendante, qui est quand même beaucoup plus forte. J'ai vécu dans un seul monde, uni. Aussi bien à l'école que dans ma famille, j'ai toujours été éduquée dans le principe d'un monde unique, sans scission. Au début, bien sûr, je rangeais les entendants d'un côté, les sourds de l'autre, et je cherchais à quelle communauté j'appartenais. Mais on n'a jamais cessé de m'enseigner qu'il fallait vivre avec les entendants. Dans les écoles spécialisées ou dans certaines familles, on a tendance à dire que les entendants sont comme ci, les sourds comme ça. On a tendance à séparer les 2 mondes au lieu de les réunir, alors que moi, j'ai pris l'habitude de naviguer au milieu de tout le monde et je peux communiquer avec n'importe qui. Le bilinguisme, il se passe de façon spontanée, en fait. Voilà, après, maintenant, il faut susciter des événements, tu vois, comme ça, il faut provoquer les choses, voilà, pour que les choses se réalisent vraiment. Ils apprennent le vivre ensemble. Mais la deuxième chose, évidemment, c'est un thème culturel. Tous les prétextes sont bons pour leur apprendre de nouvelles choses, parce que c'est vrai qu'à l'école, c'est très axé sur le français. Hein, c'est bon, ben voilà, c'est une priorité, et en même temps, l'accès à la connaissance se fait par la culture générale, et ça, malheureusement, c'est un petit peu laissé de côté, mais parce qu'il voilà, y a d'autres priorités, en France, en tous les cas.
Eh ben, lui, il nous dit que c'est à l'école. Eh ben, vous vous rappelez où est-ce qu'on voit à gauche de la Lune? Et là, est-ce qu'on voit déjà des étoiles ou pas dans le ciel? Quand j'étais petite, je voyais militer des adultes comme Christian Deck, Jean-François Mercuriot, Michel Lamotte, mes parents et d'autres parents aussi. Au début, je ne savais pas trop ce qui se passait parce que j'étais une enfant ou une ado, mais je comprenais bien quand même que le bilinguisme était important pour nous les enfants. Et je me dis que ça m'a été utile, ils m'ont servi de modèle. Aujourd'hui, j'ai un caractère bien trempé, je sais ce que je veux. Si jamais en réunion j'ai des soucis d'interprète, ou même avant, quand j'avais des problèmes à l'école, je suis capable de réagir. Si on veut que le mouvement bilingue se perpétue, on doit trouver de nouveaux militants. Parce qu'autant dans le monde médical qu'au gouvernement, personne n'a compris ce que représentait le bilinguisme. Même s'il y a des textes de loi et tout ça, le combat est loin d'être fini. Si on arrête de se battre, il est quasiment certain que les écoles bilingues fermeront, ça c'est sûr. Par exemple, à 2LPE Poitiers, aujourd'hui, on trouve toujours les mêmes militants sur le terrain. On a du mal à en motiver de nouveaux. Parfois, ils nourrissent l'espoir que je m'y mette, mais moi, j'ai d'autres rêves. Je sais pertinemment que ce combat bilingue est très important et qu'il faut que d'autres puissent profiter de la chance que j'ai eue. Le problème, c'est que j'ai d'autres velléités et je suis prise entre les deux. Mais je pense qu'il est important que le relais se fasse. On ne doit pas s'en laver les mains. La philosophie bilingue de LPE doit perdurer parce que, sinon... On vous explique comment ça fonctionne?